Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Vladimir Andreev, professeur honoraire d'économie à l'Université Paris 1, spécialiste du sport. Bonjour Vladimir Andreev. Alors, les jeux, Bonjour ça Ali coûte Laïvi. cher, très cher même. On rappelle quelques chiffres. Par exemple, Sochi en 2014, 51 milliards, soit 2% du PIB de la Russie. Pékin 2008, 48 milliards, 0,8% du PIB de la Chine. Voilà, donc il faut s'attendre là encore pour Paris à ce que ces jeux coûtent cher ou pas? Ils vont coûter cher, mais pas du tout dans les chiffres que vous avez indiqués tout à l'heure. Paris 2024, c'est plutôt comparable avec Tokyo, 16 milliards, Londres, 12 milliards, Athènes, 11 milliards, alors que les chiffres que vous avez cités sont plutôt des records du monde du coup. Hum, Voilà. hum. Alors, ce que vous dites quand même, Vladimir Andreev, et ce que disent vos études, c'est quand même, il faut partir sur le fait, à part Los Angeles 84, que les jeux coûtent toujours le double des prévisions. Oui, en moyenne, il coûte le double, mais pour l'instant, ce que l'on sait de Paris 2024, d'après les rapports de la Cour des comptes, à la fin de l'année 2023, le taux de dépassement était de l'ordre de 30 ou 35%, ce qui situe Paris 2024 à hauteur de Atlanta 1996, mais qui est l'un des plus faibles dépassements. Hum. Alors je pense que le coût va encore augmenter sur cette année 2024. Disons qu'on va être peut-être vers 10 milliards, mais 10 milliards, c'est un bon chiffre. Enfin, comparé au dépassement de coûts par ailleurs connus de l'ordre de 100% ou de 1100% à Pékin en 2008. Hein. Hum. Donc, si nous, on est à 50% de dépassement, c'est pas mal. Al- Alors, c'est vrai qu'on peut comparer par rapport à ce que vous faites aussi dans vos études au premier jeu 1896 en Grèce, où là, on avait 241 athlètes, 14 équipes, 43 épreuves. Et à Tokyo, donc en 2021, 11 000 athlètes, 206 équipes, 339 épreuves et un coût multiplié par 1000. Est-ce que cette inflation d'épreuves et d'équipes explique à elle seule l'augmentation des jeux? Ah non, elle l'explique en partie, évidemment, comme tout objet économique qui est en croissance, il coûte plus cher. En principe, il rapporte un peu plus. Enfin, on espère qu'il rapporte un peu plus d'impact. Donc ça, c'est une croissance naturelle, mais qui est parfois reprochée au CIO sur le thème du gigantisme des jeux. Donc ça, c'est une des causes. Mais il y a une autre cause typiquement économique, qui est le mode d'attribution des jeux, qui fait que le coût est dépassé. Jusqu'en 2017, les jeux étaient attribués par enchère. C'est-à-dire le CIO ouvrait une enchère et les villes se concurrençaient. Et pour gagner, pour l'emporter, les villes sous-estimaient les coûts. Et puis à l'arrivée, donc il y avait le dépassement des coûts. Et donc le gigantisme n'en était que accru. Oui, donc vous le dites bien aussi dans vos études que ce système des enchères fait que les candidats vont un petit peu tricher sur les coûts réels pour montrer qu'évidemment ils sont raisonnables, mais en fin de compte, finalement, il faut quand même s'attendre à une addition multipliée par deux. Oui, oui, c'est le résultat automatique du processus d'enchère, puisque pour l'emporter, il faut être meilleur que les autres, y compris en termes de coûts. Et en 2017, le CEO m'avait invité pour suggérer des solutions à ce problème, et j'avais dit la seule vraie solution, c'est d'arrêter les enchères. Il se trouve que depuis 2017, mais donc ça ne concerne pas Paris 2024, ça concerne des jeux postérieurs, le processus d'attribution a un peu changé. Pendant une année, le CIO travaille de concert avec toutes les villes candidates et peu à peu, il y en a qui s'en vont, qui sont dissuadés par le CIO de continuer leur candidature et à la fin, ils se retrouvent avec deux ou une seule ville. Par exemple, Brisbane 2032 est restée toute seule. Mmh. Et Nice 2030, ça va probablement être pareil. Ce que vous dites aussi et ce que montrent vos études, hein, c'est que finalement les coûts sont supérieurs, donc quand même le comité organisateur va essayer d'avoir plus de revenus, mais in fine, qui paye à la fin? Est-ce que c'est l'État organisateur ou pas, ou la ville? Alors, dans tous les cas, l'État est partie prenante du coût, donc il paye un peu. Mais si vous voulez, à Los Angeles ou à Atlanta, il payait 5% ou moins de 5% du coût total. Par contre, à Montréal, qui a été une catastrophe, il en payait 80%. Donc, dans tous les cas,
il y aura un financement public partiel. La Cour des comptes récemment a dit, enfin son président a dit que ça serait entre 3 et 5 milliards qui seraient payés sur fonds publics. Et la deuxième question derrière la vôtre, c'est est-ce que ça va créer du déficit ou pas? C'est-à-dire, est-ce que le dépassement des coûts sera couvert par un dépassement des revenus? Si ça n'est pas le cas, il reste un déficit et le contrat passé entre le CIO et la ville de Paris, ou la ville haute en général, comporte l'alinéa suivant. S'il y a un déficit, il est à la charge de la ville et du pays d'accueil. Et donc à D'accord. ce moment-là, il y a des impôts. Donc, ce seront les impôts des Parisiens et plus largement des Français. Je rappelle que au départ, donc l'État ne mettait que 2 milliards sur la table, c'est ça, hein, d'euros. Oui, oui, oui. Mais la Cour des comptes, dans des estimations qui demandent à être vérifiées dans 6 mois, a déjà dit ça pourrait être jusqu'à 5 milliards. Et ça sera probablement entre 3 et 5. Bon, je sais aussi que c'est difficile, hein, de se projeter, mais est-ce que ça rapporte ou pas les Jeux, et en particulier avec cette trajectoire à Paris, est-ce que ça va rapporter soit à Paris, soit à la France en général en termes de PIB, par exemple? Ça a rapporté à des entreprises. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont gagné de l'argent grâce aux jeux. Ça, je n'ai pas parlé de ça, mais votre question, c'est plutôt est-ce qu'il y a un impact économique positif significatif? Alors, il y a eu des études là-dessus. La dernière a été mise à jour et a été publiée il y a une semaine. L'impact économique attendu, selon différents scénarios, se situe entre 6,7 milliards d'euros et 11 milliards d'euros, avec une valeur centrale à 9 milliards. Et vous voyez que 9 milliards, ça a tout juste couvrir les coûts, peut-être même pas. Mhm. Voilà. Mais est-ce qu'on va y gagner, par exemple, en infrastructure, en Oui, alors transport? bien sûr, alors ça, on est en train là de glisser de la question de l'impact économique vers la question dite de l'héritage. Autrefois, le slogan du CO, c'était « Les Jeux payeront les Jeux ». Comme ça ne s'est pas vérifié à tous les coups, ils sont passés depuis quelque temps à un autre slogan qui est « Que va-t-il rester après les Jeux ?» Et l'une des choses qui va rester après les Jeux, c'est des équipements sportifs en plus ou moins bon état, plus ou moins utilisés, et puis des infrastructures. Alors parmi les exemples historiques qui ont bien marché, la ville de Grenoble a été transformée par les Jeux de 68, la ville de Barcelone par les Jeux de 92. Ce sont des exemples très souvent cités, mais parfois ça marche moins bien, comme à Athènes, où au contraire, il y a des infrastructures qui se sont détériorées au fil du temps. Vladimir Andreev, je crois que vous ne croyez pas trop aux solutions proposées par le CIO, par exemple, pour éviter ce qu'on appelle les éléphants blancs, donc ces grandes infrastructures qui ne sont pas utilisées après les Jeux, par exemple, d'avoir des infrastructures mobiles qui auraient pour Paris, puis après pour la ville suivante, c'est-à-dire Los Angeles. Oui, enfin ça, c'est de la solution préférée du CIO. Moi, j'en ai d'autres, en effet. Celle-ci, si vous voulez, elle peut fonctionner, mais partiellement. Elle a fonctionné notamment en 92, où des gradins ou quelques éléments des Jeux d'Albertville 92 ont été transférés à Barcelone. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas transférer tout un stade ou tous les équipements olympiques. Donc c'est une solution, mais elle est tout à fait partielle. Il faut réfléchir à d'autres solutions, notamment arrêter les enchères, ce qui est aussi en voie de réalisation. Alors on arrête les enchères, mais par exemple d'autres propositions, c'est... Alors pardon, Oui. je n'ai pas répondu correctement sur l'aspect éléphant blanc. Nous avons en France de très beaux éléphants blancs. Il y en a un qui est le tremplin de saut à ski de Saint-Nizier qui surplombe Grenoble. La zone est interdite à la circulation, 300 mètres à la ronde parce qu'il risque de tomber. Un autre, c'est la piste de bobsleigh de la Plaine, des Jeux de 92, qui a été utilisée à faire descendre des petits chariots roulants pour essayer d'amortir le coup de la piste. Bon, ça, c'est des catastrophes. Et vous le savez sans doute, c'est un exemple historique. Athènes est devenue une sorte de friche olympique, ou du moins les équipements olympiques sont en friche. Voilà. Autre solution proposée par le CIO, un lieu unique, peut-être Olympie, après tout, et que ça se passe tous les 4 ans à Olympie en Grèce. Ou également peut-être des candidatures uniques, uniquement sur les villes qui sont déjà très équipées. Tout ça, vous y croyez ou pas ? J'y crois comme, si vous voulez, il y a deux niveaux de problème. Soit on essaye d'atténuer le problème,
c'est-à-dire on essaye que le dépassement des coûts continue mais en étant moindre, soit on cherche à l'éradiquer. Pour l'éradiquer, plus d'enchères, il n'y a pas d'autre solution. Mais par contre, on peut atténuer les coûts et les solutions que vous avez suggérées, que vous avez rappelées, en sont, si vous voulez. On peut en effet fixer un site unique. La Grèce l'avait proposé pour le centenaire des Jeux en 1996, mais le projet n'avait pas été retenu. Les sponsors multinationaux ne veulent pas être coincés une fois pour toutes à Olympie, c'est évident. Et puis, vous avez rappelé une autre solution que j'ai oubliée en cours de route, que vous allez peut-être me redire. Uniquement les villes équipées déjà, donc uniquement l'Occident, quoi. Oui. Donc l'autre solution, c'est de prendre des villes très équipées. Donc à ce moment-là, vous avez un trio qu'on va toujours prendre, qui sont Londres, Los Angeles et Paris. Ils ont déjà eu les Jeux 3 fois. On peut rajouter Munich et quelques autres villes, Milan, etc. Mais là, ça fait échouer un rêve du CIO qui serait un jour d'accueillir les Jeux dans des pays moins développés. On est descendu jusqu'à la Chine ou la Russie, mais on n'est pas tombé encore en Afrique. Et ça, c'est un rêve secret du CIO. Merci qui ne serait beaucoup. pas réalisé avec cette solution. Merci beaucoup, Vladimir Andreev, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Du vendredi au dimanche, Philom et Robert vous présentent À la Une Week-end pour savoir ce qui fera l'actualité de la journée. Je vous donne rendez-vous dans À la Une Week-end sur France 24. France 24, en partenariat avec RFI, Public Sénat, LCP, France Télévisions, Radio France et Ipsos Soprasteria, présente. Rejoignez-nous à partir de 19h, heure de Paris, pour amorcer notre soirée électorale. Nous sommes en compagnie de grands Européens et avec vous, Valérie, sur RFI. Et avec vous, Caroline, sur France 24, pour commenter les grands enjeux et la participation. Le dimanche 9 juin, nous suivons les Européens pas à pas jusqu'aux urnes. Et le débat continue pour découvrir les résultats des élections européennes lors de notre grande soirée commune sur France 24 et les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat. 3 heures d'émission pour tout savoir sur ce vote en France et dans les différents pays de l'Union européenne. Nous serons à Paris, dans les QG des partis politiques, mais aussi à Bruxelles, Berlin, Rome, Madrid ou encore Budapest avec nos envoyés spéciaux. Des réactions, des débats, des décryptages sur les conséquences de ce scrutin avec nos invités politiques. À quoi va ressembler l'Europe ces 5 prochaines années? Réponse lors de notre grande soirée des élections européennes. Événement. 6 juin 1944. La plus étonnante concentration militaire de tous les temps donnait l'assaut à la forteresse allemande. Quand il y a eu des bombes qui sont tombées pas très loin, là, tout a tremblé. Mon souvenir d'enfant de 8 ans, c'est que j'étais complètement terrorisée par ça, ce qui se passait. Dad wore this kilt on D-Day and trying not to get it wet
Mais les groupes français, il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait. Et ils étaient à la pointe du combat. My wish is that we commemorate all together the freedom. Des plages normandes, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Toutes nos équipes se mobilisent pour vous faire vivre ce rendez-vous historique. 80e anniversaire du débarquement, un événement à vivre du 5 au 7 juin sur France 24 et france24.com. Le 15 avril 1874 se tenait la première exposition impressionniste de l'histoire, marquant la naissance d'un courant pictural qui a révolutionné le monde de l'art. La France célèbre les 150 ans de l'impressionnisme cette année. Ne ratez pas notre édition spéciale de À l'affiche dans les jardins de l'un des plus célèbres peintres impressionnistes, Claude Monet. À l'affiche, présenté par Louise Dupont. À voir sur France 24 et sur france24.com. C'est une nouvelle étape franchie dans l'aide à l'Ukraine. Emmanuel Macron annonce la cession prochaine à Kiev d'avions de combat de Mirage 2005. À la clé, le lancement d'un programme de formation de pilotes dans l'Hexagone. Toutes les annonces dans un instant. Des tonnerres d'applaudissements, la Légion d'honneur et l'éternelle gratitude de la France aux 200 vétérans de la Seconde Guerre mondiale. 25 chefs d'État réunis sur les plages de Normandie pour les 80 ans du débarquement. On revient sur les moments les plus émouvants de cette cérémonie dans ce journal. Et puis la guerre à Gaza qui entre dans son 9e mois, marquée par ce nouveau carnage la nuit dernière dans une école de l'ONU, abritant des milliers de déplacés. Au moins 37 personnes ont péri dans une frappe ciblée et revendiquée par Israël. Voilà pour vos titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Il y a eu les missiles, les canons César et maintenant les avions de chasse. Paris va donc livrer des Mirage 2005 à l'Ukraine, annonce ce mercredi soir d'Emmanuel Macron. Lors d'une interview télévisée, elle s'inscrit dans le cadre des commémorations des 80 ans du débarquement qui compte parmi ses invités de marque. On l'a vu, le président Volodymyr Zelensky. Il sera d'ailleurs reçu ce vendredi à l'Élysée. Le chef de l'État a par ailleurs promis de former les pilotes ukrainiens et 4500 soldats. Le détail avec Étienne Paponneau. À l'issue d'une journée de cérémonie du débarquement allié en Normandie, en pleine séquence internationale, le président français est revenu au cours d'un entretien télévisé sur la guerre en Ukraine avec plusieurs annonces. Nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions. Le président l'assure, après 5 à 6 mois d'entraînement, les pilotes et leurs avions seront opérationnels sur le terrain d'ici la fin de l'année. Autre proposition du président français, former une brigade de soldats ukrainiens. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens. Et donc de les équiper, de les entraîner, et puis de leur apporter justement les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol. Sur la question de l'envoi éventuel d'instructeurs militaires français en Ukraine, le président affirme qu'aucun n'est présent sur le sol du pays, sans exclure d'éventuels envois dans le futur. Je n'ai pas dit, aujourd'hui vous avez des formateurs sur le terrain français, ni nous allons le faire, non, ni nous allons le faire demain. Ce que je vous dis, c'est que pourquoi l'exclurions-nous ? Reçu aux commémorations du débarquement allié, le président ukrainien Volodymyr Zelensky retrouvera Emmanuel Macron ce vendredi après-midi. L'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger sur les modalités de l'aide militaire de Paris à Kiev. Une interview qui vient clôturer une journée du souvenir historique, les 80 ans du D-Day, du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie, tournant de la Seconde Guerre mondiale. 200 vétérans, presque tous centenaires, ont assisté à la cérémonie. Ils ont été acclamés par la foule et par 25 chefs d'État, parmi eux Joe Biden ou encore Volodymyr Zelensky. On voit les temps forts avec Claire Véroff. Dans le ciel normand, la spectaculaire patrouille de France. Les yeux du monde étaient rivés sur eux. Ces vétérans britanniques
Canadiens, Américains, Français, acclamés par la foule et par une vingtaine de chefs d'État. Ultime reconnaissance, Emmanuel Macron leur décerne la plus haute distinction. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Malgré leur âge, ils tiennent à se lever. Les voilà décorés à Omaha Beach, là où 80 ans plus tôt, ils ont fait basculer le cours de l'histoire et le destin de la France. Comme en 1944, c'est aux premières lueurs de l'aube que ce D-Day a débuté. La reconstitution se fait devant une foule fascinée. Certains se sont levés à 2 h du matin pour voir la grande histoire se rejouer devant leurs yeux. C'était une belle occasion de venir rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, libre. Dans les rues des villages normands, 1 million de visiteurs, l'esprit du débarquement semble plus actuel que jamais. Cette année, c'est exceptionnel. Jamais vu autant de monde. Même le long des routes, il y a du monde pour tenter d'apercevoir le roi Charles III et la reine Camilla. J'ai la reine en photo, c'est super! La liesse et le recueillement au mémorial de Vers-sur-Mer. Devant les noms de chacun des 22 442 soldats britanniques morts pour libérer la France, le roi a une pensée pour les résistants, en français. Nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et au sacrifice incroyable des hommes et des femmes de la résistance française. La Royal Air Force fend le ciel, tandis qu'à Colville-sur-Mer, Joe Biden salue les vétérans américains. Sur les côtes normandes, certains visiteurs semblent ne pas vouloir partir. C'est inoubliable. Il faut que ça reste en mémoire de tout le monde, même nos plus jeunes. Prolonger autant que possible l'esprit du jour le plus long. Faut-il y voir une coïncidence? Alors que Vladimir Poutine était le grand absent de ces cérémonies, au même moment, un chercheur français, Laurent Vinatier, travaillant pour une ONG suisse, a été arrêté en Russie pour ne pas s'être déclaré, je cite, agent de l'étranger. Pour Emmanuel Macron, cela fait partie des intoxications, des provocations, je cite le président du Kremlin, contre la France. Pierre Leduf. Un homme montre furtivement sa carte de police avant que 2 agents masqués se dirigent vers ce chercheur français tranquillement attablé à une terrasse de café dans le centre de Moscou. Ils le font monter à bord d'un fourgon, direction le comité d'enquête russe chargé de la gestion des crimes graves. C'est lui qui a diffusé ces images et déclaré qu'une enquête pénale avait été ouverte contre le chercheur Laurent Vinatier, spécialiste des conflits eurasiatiques. Dans un premier temps, le comité a déclaré que cet expert avait collecté au fil des années de ses voyages en Russie des informations sur les activités militaires pouvant nuire à la sécurité de l'État. Mais il a ensuite précisé que le Français travaillant pour l'ONG Dialogue Humanitaire basé à Genève était accusé d'avoir violé la loi sur les agents étrangers. Il n'aurait pas présenté les documents nécessaires à son inscription sur cette liste. Cette législation en vigueur depuis 2012 est utilisée par le Kremlin pour étouffer les voix critiques. Cette arrestation intervient alors que les tensions entre Paris et Moscou sont au plus haut. Vladimir Poutine n'a pas été convié aux commémorations du débarquement. Ces derniers jours, les services secrets russes sont accusés de tenter de déstabiliser la France par la propagation de fausses informations. Ce lundi, un ancien militaire russo-ukrainien a été arrêté près de l'aéroport de Roissy, accusé de préparer une action violente. Vladimir Poutine a quant à lui ouvert ce mercredi le Forum économique de Saint-Pétersbourg, où le chercheur Laurent Vinatier aurait rencontré des officiels russes la veille de son arrestation. Et on en vient à présent à l'actualité en Afrique avec ce bilan au Soudan. Plus de 100 morts dans une attaque menée par les FSR. Ce sont les forces de soutien rapide des paramilitaires en guerre depuis 1 an contre l'armée soudanaise. L'attaque s'est produite dans le village de Ouad al-Noura, visé à 2 reprises à l'artillerie lourde. C'est une information du comité de résistance de Madani des militants pro-démocratie. Ces combats sont quasi quotidiens à travers le pays entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des FSR conduits par le général rival Mohamed Hamdan Daglo.
Nous sommes le 7 juin, la guerre dans la bande de Gaza entre dans son 9e mois. Une date marquée par cette nouvelle frappe meurtrière d'Israël la nuit dernière. Au moins 37 personnes ont péri dans une école de l'ONU, un refuge pour des milliers de déplacés dans le centre de l'enclave. Une frappe ciblée, revendiquée par Tsahal, selon qui ce bâtiment abritait une base du Hamas. Pierre Leduf. En pleine nuit, les corps des victimes transportés dans des couvertures en guise de civières. Cette école de l'ONU qui sert de refuge à des Gazaouis déplacés a été visée par un bombardement de l'armée israélienne. Selon elle, à l'intérieur se trouvaient des membres du Hamas ayant pris part au commando du 7 octobre. Notre frappe précise était basée sur des renseignements concrets provenant de sources multiples. Les terroristes à l'intérieur de cette école planifiaient d'autres attaques contre des Israéliens, dont certaines étaient imminentes. Nous avons désamorcé une bombe à retardement. Au lendemain de la frappe, des dizaines de familles se massaient aux abords de l'hôpital Al-Aqsa le plus proche. Les États-Unis ont appelé Israël à rendre publics les noms des personnes tuées dans la frappe. Selon l'UNRWA, 6 000 déplacés étaient abrités dans l'école. Son porte-parole a déclaré qu'Israël avait frappé sans avertir. Le commissaire général de l'UNRWA a ajouté qu'attaquer ou utiliser des bâtiments de l'ONU dans un but militaire est une violation flagrante du droit humanitaire international. Les personnels de l'ONU, ces sites et ces opérations doivent être protégés en toutes circonstances. Dans un communiqué commun avec 16 chefs d'État américains et européens, Joe Biden a appelé jeudi le Hamas à accepter l'accord de cessez-le-feu actuellement sur la table. Le Qatar a fait savoir que le mouvement islamiste n'avait toujours pas donné sa réponse. Et on vous emmène maintenant en Argentine. Coup de projecteur sur cette misère qui ne cesse de s'étendre dans le pays depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei. C'était en décembre dernier. Depuis, la tronçonneuse budgétaire qu'il avait promis n'épargne pas les plus démunis. Eh bien, c'est simple, il a coupé les vivres aux associations qui gèrent les milliers de soupes populaires. On voit le résultat avec ce reportage de Mathilde Guillaume et Mathias Mussa pour France 24. Cela fait 25 ans que le père Toto travaille dans le bidonville 21, situé dans le sud de la capitale. Depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, les 8 soupes populaires qui y gèrent ne reçoivent plus d'aide alimentaire de la part du gouvernement. Comme les milliers d'autres que compte l'Argentine, elles ne fonctionnent plus que grâce aux dons privés et aux efforts de leurs bénévoles. Il faut jongler avec toujours moins de ressources. Récemment, j'ai dû répartir en deux un paquet de pâtes pour 2 soupes populaires. Ça ne m'était jamais arrivé, même pendant les pires époques de crise. On racle littéralement les fonds de casserole. Pourtant, il y a de plus en plus de nécessiteux. L'inflation, qui atteint le chiffre terrible de 289% à l'année, a dynamité le pouvoir d'achat des Argentins, déjà très fragilisés par des années de crise. Ceux qui arrivaient à peine à garder la tête hors de l'eau, comme Miguel, basculent. Depuis 3 mois, il est contraint de se rendre à la soupe populaire. Tout augmente, le loyer, tout, je n'y arrive plus. Alors, de cette manière, j'économise un peu. J'aimerais ne pas avoir à y aller, mais je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je peux faire ? Sans aliments à distribuer, des dizaines de soupes populaires ont déjà dû fermer. Ces femmes se sont cotisées pour acheter la nourriture nécessaire à cette distribution militante. C'est notre manière de protester pour dire au gouvernement qu'il nous rende la nourriture. Mais en presque 6 mois, aucune réponse n'a été apportée par le gouvernement d'extrême droite. Jouer comme ça, avec l'estomac, avec la faim du peuple, c'est inhumain. La justice a récemment obligé le gouvernement à distribuer 6 000 tonnes d'aliments stockés par la précédente administration. Mais il s'agit d'une goutte d'eau face à l'ampleur de la crise que vivent les plus démunis. Les premiers astronautes transportés par le vaisseau Starliner de Boeing sont arrivés dans l'ISS. Enfin, la Station spatiale internationale. C'était une étape cruciale pour cette mission attendue depuis des années. Après des problèmes survenus en vol sur le système de propulsion de la capsule. Cette première mission avec équipage représente donc un enjeu majeur pour Boeing. Elle vise à démontrer que le véhicule est sûr pour commencer ses opérations régulières pour acheminer des astronautes jusqu'à l'ISS. SpaceX joue de son côté déjà ce rôle de taxi spatial depuis 4 ans. Le programme de Boeing avait lui pris des années de retard.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain journal dans 15 minutes. À tout à l'heure.